présente et non présente, et Cédric et moi-même pour cette 5e visioconférence, notre rendez-vous mensuel qui va s'accélérer un petit peu dans les mois à venir, puisqu'on a vu que ça vous plaisait, vous étiez fidèles au rendez-vous. C'est vrai que nous, on prend beaucoup de plaisir aussi, et comme me disait un fidèle passager hier au téléphone, qui m'a appelé pour prendre des nouvelles et réserver aussi quelque chose, il me disait « Oh là là, vous savez, vous nous manquez ». Et je lui dis « Vous aussi, vraiment, vous nous manquez ». Donc, avec notre direction et la participation, bien sûr, de Cédric, on a décidé pour les semaines à venir de doubler le rythme des visioconférences. Donc, à présent, on se retrouvera, si vous le voulez bien, 2 fois par mois. Donc, comme à l'accoutumée, je fais un petit rappel sur le déroulement technique et quelques rappels. Donc, je pense que tout le monde a réussi à se connecter et m'entend pour l'instant. Et après, vous pourrez entendre Cédric quand je lui passerai la main. Pour le bon fonctionnement de la visioconférence, on a coupé le son à l'ensemble des auditeurs puisque sinon on entend tous les bruits annexes. C'est un peu compliqué. Donc, on laisse le micro ouvert uniquement pour l'intervenant, donc Cédric ou moi. À la fin, bien sûr, de cette visioconférence, après l'intervention de Cédric sur les cités d'art et d'histoire entre Rhin et Meuse, on consacrera quelques minutes, comme à l'accoutumée, pour des échanges sur des questions, sur des remarques, sur tout ce que vous avez envie de nous dire qui pourrait intéresser l'ensemble de l'auditoire aujourd'hui, bien sûr. On sera à votre disposition pour y répondre. Comme les fois précédentes, cette visioconférence donc, va être enregistrée puisque tout le monde ne peut pas toujours se rendre disponible pour écouter celle-ci. Donc, nous l'enregistrons et après, elle est disponible en rediffusion sur le site internet de Plein Cap. Donc, surtout, quand à la fin de notre intervention, Cédric et moi-même, nous dirons au revoir à la caméra, ce ne sera pas à la fin de la visioconférence, vous le savez, hein, c'est la fin de l'enregistrement. Et après, on vous invite à rester en ligne pour les questions. Alors, en introduction, puisqu'on commence à avoir l'habitude maintenant de nos échanges ensemble, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un petit rappel très rapide, succinct, sur la programmation Plein Cap 2021, puisque tout le monde ne l'a pas eu. Le mailing, je dirais, papier n'est pas encore parti, il va partir cette semaine, donc vous l'aurez, je pense, dans vos boîtes à lettres d'ici 5-6 jours. Fin de semaine prochaine. Certains ont vu déjà nos programmes à travers les visioconférences ou sur notre site internet et certains nous interrogent toujours pour avoir des informations. Donc, je me suis dit que c'était bon de faire un petit rappel aujourd'hui là-dessus, à commencer par le département, on va dire, du fluvial, puisque, comme on l'avait dit dans les précédentes visioconférences, pour cette année 2021, on s'est aussi un petit peu calé sur l'actualité, on a écouté aussi vos désirs. Il y aura moins de croisières maritimes, d'affrètement, et davantage de croisières fluviales. Alors, certains sont un petit peu surpris des fois par les croisières fluviales, mais c'est vrai que ce n'est pas une nouveauté chez Plein Cap. Nous avons commencé les croisières fluviales, les affrètements de bateaux fluviaux en 2007, donc c'est déjà une belle et longue histoire. En 2007, nous avons affrété pour la première fois, c'était le Tum Thiu à l'époque, Cédric veut s'en rappeler, c'était sur le Mekong. Voilà, Vietnam-Cambodge, certains s'en rappellent, monsieur, madame Le Chêne, certains d'entre vous étaient avec nous, avec Cédric et moi-même, on l'a fait plusieurs années de suite, hein, notre petit Tum Thiu, c'était pittoresque et local, il existe toujours d'ailleurs, mais maintenant je dirais que c'est un peu l'autoroute, le Mekong, il y a beaucoup de monde. Donc 2007, on a commencé avec le Tum Thiu et également l'Elbe, puisqu'on avait affrété le Sans Souci sur l'Elbe. Donc c'était en 2007, croisière aussi dont on se souvient, puisqu'il n'y avait presque pas d'eau dans l'Elbe, donc on grattait le fond à plusieurs reprises. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc tout ça pour vous dire que l'affrètement de croisières fluviales, cela fait déjà de nombreuses années que nous le faisons en parallèle des croisières maritimes. Généralement, on programme 1 à 2 croisières fluviales par an, sauf cette année en 2021 où on a décidé de passer un petit peu à la vitesse supérieure en ce qui concerne le fluvial. Donc, je vous rappelle un petit peu, alors vous connaissez le concept de nos croisières maritimes. Le fluvial est vraiment calqué sur le maritime avec le choix donc, de bateaux que vous ne trouvez pas sur le marché français.
Donc, ces bateaux sont présents sur le marché allemand. C'est en particulier l'Elegant Lady que l'on a à Fred. C'est un bateau, donc un joli petit bateau, très confortable. Il a une capacité de 120 passagers. Il a été rénové il y a 2 ans maintenant. Tout le pont supérieur a été aménagé avec des grandes baies vitrées, donc ce qui rend les cabines encore plus agréables qu'auparavant. C'est un bateau, c'est vrai que l'on aime beaucoup à retrouver, avec un équipage vraiment très chaleureux, convivial, et ça nous permet donc toujours de proposer des croisières vraiment dans une très bonne entente. Nos itinéraires, donc vous le savez, sont différents aussi en croisière fluviale, différents de ceux que vous pouvez trouver habituellement sur le marché français, à travers le leader dont on ne citera pas sur le marché français. Nos itinéraires donc, ont toujours l'originalité des escales, et comme sur toutes les croisières fluviales, c'est vrai que l'avantage de celle-ci, c'est qu'on accoste vraiment toujours au cœur des villes. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage aussi. Je vous parlais, donc je comparais toujours la croisière fluviale avec la croisière maritime. C'est vraiment ce que l'on trouve en maritime que l'on va retrouver, que l'on a adapté sur les croisières fluviales, même si les bateaux sont plus petits. Donc vous retrouvez l'équipe plein cap à bord, directeur de croisière, donc Cédric la plupart du temps, nos accompagnateurs, toujours 2 voire 3 conférenciers selon les croisières. Donc je vous ai mis ici quelques photos que vous reconnaîtrez bien sûr avec plaisir, donc tantôt Oksana, Chantal Forest, le commandant Homé et bien entendu Cédric. Et toujours donc sur nos croisières fluviales aussi, une animation qui est présente avec des professionnels. Donc ce ne sont pas des croisières fluviales où on pourrait s'ennuyer. Il y a toujours donc Marian, entre autres notre responsable d'animation et chanteur également. Et chaque soirée, un spectacle est proposé, comme sur nos croisières maritimes. Donc, chanson française avec Marian, ou concerts classiques et lyriques avec 3 voire 4 concerts classiques lyriques que nous proposons sur nos croisières fluviales, avec des artistes locaux que l'on embarque en cours de croisière. Donc, ce sont vraiment des artistes locaux provenant de différents conservatoires européens ou opéras. Et un autre point important, je sais que vous l'appréciez aussi toujours avec Plein Cap, c'est l'accompagnement depuis Paris, par l'équipe Plein Cap. Donc, toujours un de nos accompagnateurs part avec vous, donc depuis Paris. On parlait donc des soirées tout à l'heure, donc ici sur le visuel, donc vous pouvez le voir, donc des concerts de musique classique, lyrique, selon les itinéraires du folklore également qui est présent à bord. Comme sur les croisières maritimes, les boissons sont incluses à table, à discrétion, donc le vin blanc ou rouge, l'eau minérale, le thé, le café. Sur l'Elegant Lady, que nous avons la plupart du temps pour nos affrètements, une restauration que vous appréciez vraiment de qualité, adaptée à notre goût français, même si le reste de l'année, le bateau est sur le marché allemand. Pour les croisières Plein Cap, le chef s'adapte vraiment et c'est la qualité que vous retrouvez par exemple sur les croisières à bord du Hambourg. Enfin, au niveau des excursions, pour compléter le côté culturel apporté par nos conférenciers donc en cours de croisière, donc toutes les excursions sont accompagnées par des guides locaux, des guides professionnels francophones, en plus de nos accompagnateurs qui sont toujours avec vous donc en excursion. Et depuis cette année, nous avons également inclus pour toutes nos croisières fluviales le confort des écouteurs individuels pour les excursions, ce qui vous laisse aussi une certaine autonomie lors des visites. On n'est pas obligé d'être collé au guide pour pouvoir l'entendre. Vous pouvez vous éloigner un petit peu ou faire la photo sans louper quelques minutes de vos guides. Donc, c'est un rappel, je dirais, des prestations sur nos croisières fluviales. Je vous ai remis là brièvement le programme. Donc, par thème, donc dans un premier temps, les croisières fluviales et après, on passera aux autres modes de voyage, à savoir les croisières maritimes, les yachts, les escapades culturelles. Donc les croisières fluviales en 2021, le report donc de la croisière des maîtres hollandais, un balade au cœur des arbres, 31 mars au 7 avril, les cités d'art et d'histoire entre Rhin et Meuse, dont Cédric va nous parler dans quelques minutes, donc du 18 au 24 juin, croisière donc qui sera accompagnée par Cédric et le commandant Homé. Ensuite, donc, à l'automne, la croisière en Russie, Moscou-Astrakhan au fil de la Volga. Donc, je dirais un itinéraire complémentaire pour ceux qui ont déjà fait, par exemple, Moscou-Saint-Pétersbourg, le grand classique. Eh bien, ça nous permet
de continuer votre découverte de la Volga, donc au mois de septembre, accompagné par Oksana. Et à l'automne, donc jardin et château de Franconie du 1er au 9 octobre 2021. Donc l'Allemagne romantique que l'on retrouvera aussi à bord de l'élégante Lady. Au niveau des croisières maritimes, donc il y en a moins comme je vous l'ai dit, mais il y a toujours bien sûr nos croisières maritimes, hein, plus de 30 ans d'expérience dans ces croisières maritimes. La première sera, donc ce n'est pas un affrètement complet, mais uniquement un groupe que l'on a pris sur le bateau, un contingent de cabines, accompagné par Cédric. C'est une croisière qui est assez originale et qui nous a plu dans ce sens, en fait, sur la thématique donc, des grands navigateurs. On embarque à Malaga, et donc c'est la découverte donc, de Portimao, Lisbonne, les Choès, Porto, Villa Garcia, Ferrol, Gijón, et on termine à Bilbao. Donc les grandes villes sur notre itinéraire nous permettent de découvrir notamment la très belle cité de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le cadre de cette année sainte d'ailleurs que sera l'année 2021 et de terminer ensuite à Bilbao. Vous avez ici une photo du super musée Guggenheim avec la possibilité de rester, donc une extension d'une nuit qui est proposée dans cette très belle région, donc tout autour de Bilbao. Ensuite, comme chaque année, reviennent nos croisières nordiques vers les fjords de Norvège, donc du 29 mai au 6 juin sur le Hambourg. Donc là, c'est l'affrètement complet hein, par plein cap du Hambourg. Ensuite, le fjord et le Spitsberg, comme chaque année, donc du 6 au 18 juin. Je vous ai mis quelques photos qui vous rappellent pour certains des souvenirs de croisière. Ensuite, nous repartirons à la découverte du Groenland. C'est une destination qui est plébiscitée depuis quelques temps déjà. Nous avons eu le plaisir de proposer cette croisière et d'y aller, d'ailleurs Cédric et moi-même, il y a quelques années, sur cette belle destination qui est le Groenland. Donc là, c'est aussi un groupe. Hein, nous avons 50 places sur le Hambourg pour cette croisière Groenland, du 28 août au 5 septembre. Donc c'est la côte ouest du Groenland. Et comme je le dis souvent, l'avantage de cette croisière, c'est qu'il n'y a pas de longue journée de mer. On part directement en avion et on embarque à Kangerlussuaq pour remonter la côte ouest jusqu'à la baie de Disko. On redescend ensuite à Kangerlussuaq. Donc, ce n'est pas un itinéraire comme certains peuvent faire Islande, Groenland, où il y a une longue traversée. C'est vraiment que du Groenland. Et on termine l'année au niveau croisière maritime avec une croisière que l'on a déjà proposée, qui plaît aussi. Original, c'est les Grands Lacs canadiens USA. Donc là aussi, c'est un groupe qui sera accompagné par Oksana sur le Hambourg à la découverte de ces superbes paysages à la période de l'été indien du 5 au 22 octobre. Une autre page de notre programmation, donc j'ai voulu aussi en parler aujourd'hui puisque c'est vrai, lors des précédentes visioconférences, j'en ai pas du tout parlé. C'est le yachting que Plein Cap développe également avec cette année 3 programmes. Donc, la Sibérie avec le lac Baïkal, donc c'est le report du programme que l'on avait en 2020 qui n'a pas pu partir, hein, donc en 2021 sur l'Imperia au mois de septembre, accompagné par Oksana. La Côte d'Almat à bord du MS Diamond au mois d'octobre et le Cap-Vert également que l'on proposera au mois de novembre. Donc, quelques visuels ici pour vous montrer la destination. Bien entendu, sur notre site internet, vous retrouverez tous ces programmes détaillés. Donc ici, hein, le lac Baïkal. Très beau paysage de contraste également. Ici, donc, la Croatie, île et archipel méconnu de la Côte d'Almat. C'est vrai que c'est une destination où on n'est plus allé depuis fort longtemps. Donc, c'est d'abord à bord d'un yacht, le MS Diamond, donc, que l'on privatise pour cet itinéraire au départ de Split vers des petites villes de Croatie et des petites îles. L'avantage, c'est vraiment de faire et de découvrir ce cabotage le long de cette côte croate. Et nous terminons donc ces programmes yacht avec le Cap-Vert que l'on réitère, ça fait plusieurs années que l'on propose, hein, la découverte des îles du Cap-Vert, donc terre de contraste du 5 au 13 novembre à bord de l'Harmonie G, donc petit bateau également, petit yacht de 20 cabines, 40 personnes, donc c'est vraiment la croisière en toute convivialité accompagnée par Cédric. Nous avons complété aussi, pour répondre à vos attentes, par des escapades culturelles accompagnées par nos conférenciers, donc elles sont aussi au programme, avec un circuit vers Chypre, l'île d'Aphrodite au mois d'avril, accompagné par Cédric. Donc c'est vrai que la plupart du temps, quand on a monté ces programmes, on choisit surtout un hôtel et vous rayonnez en étoile autour de celui-ci ou 2 hôtels pour ne pas changer chaque jour et pour éviter le changement d'hôtel et la fatigue. Ensuite, un programme sur le Royaume-Uni avec Cédric, Château et Jardin du Kent et Sussex au mois de mai.
La magie des îles anglo-normandes aussi au mois de mai avec Cédric, un programme que l'on a déjà fait, qui est très apprécié aussi, pas très loin, puisqu'on part de Paris en autocar pour prendre le bateau donc à Saint-Malo. Et on reprogramme aussi le circuit du Berry que l'on n'a pas pu faire, qui était à l'automne dernier, donc accompagné par Oksana. Au mois de septembre, un circuit vers les deux capitales Zagreb et Ljubljana. On reprogrammera aussi, pendant ce temps, on n'a pas encore la date, on travaille dessus, le week-end à Bâle qui était prévu au mois de novembre, je crois. Donc, il va être prévu à l'automne 2021, donc sur les femmes artistes et l'expo Pissarro. À l'origine, c'était l'expo Rembrandt, mais l'expo Rembrandt n'y sera plus. Donc, il y a une très belle expo Pissarro à Bâle à cette période. On aura l'occasion d'en reparler. Et bon, pour que vous le sachiez et pour répondre toujours à votre demande, pour certains, de voyager pas trop loin sur des petites périodes, nous avons l'étude avec Cédric des escapades, on va dire, en France, à Nîmes, à Lyon, et beaucoup d'idées encore, mais tout cela est à mettre en place, n'est-ce pas, Cédric? Donc, tous ces projets sont à l'étude et j'espère verront le jour dans quelques temps. Sans plus tarder, je vais bien sûr laisser la parole à Cédric pour la conférence donc, sur notre croisière Cité d'art et d'histoire entre Rhin et Meuse. Et on se retrouvera donc après l'intervention de Cédric. Alors, bonjour à tous, on va dire anciens passagers, futurs passagers, et puis tous ceux que je connais, c'est avec plaisir c'est un plaisir de vous retrouver ce matin, bien sûr. Belle journée d'automne ici depuis la région de Cambridge. Et puis, on va dire que c'est une belle journée parce que c'est une période où on a des bonnes nouvelles. Depuis, on va dire, presque 15 jours. On a maintenant 3 vaccins qui arrivent, qui sont à portée de main, à portée d'aiguille. Donc, allez, haut les cœurs. Apparemment, il y a même aussi des déménageurs qui ont été prévus pour le début janvier à Washington. Donc, tout va bien. Alors, par conséquent, aujourd'hui, je vais vous parler d'une croisière. Je vais vous parler peut-être de je vais vous parler de votre prochain voyage, de votre prochaine croisière. Une croisière fluviale où, voilà, comme Magali l'a un petit peu annoncé déjà, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails, eh bien, où nous allons utiliser ce petit bateau. Alors, je vais vous le montrer à nouveau. Ceux qui ont assisté à la présentation de la dernière présentation qui était sur une croisière précédente, eh bien, une petite répétition, mais voilà, c'était pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous parlez de ce petit bateau. Et c'est vrai qu'on fera donc cette croisière sur l'Elegant Lady au tout début, alors à la fin du printemps, tout début de l'été 21. On va naviguer sur le Rhin, mais principalement sur la Meuse, puisqu'on remontera le cours de la Meuse jusqu'à Namur. C'est une promenade au cœur de l'Empire de Charlemagne qu'on va faire, avec bien sûr tous les jours une escale. On va profiter un petit peu des richesses culturelles, patrimoniales, architecturales des grandes villes de la région. Et des plus petites aussi, vous verrez. Alors, quelques mots rapidement sur voilà, l'Elegant Lady, qui porte son nom, en fait, c'est le surnom d'Audrey Hepburn. C'est un petit bateau construit en 2003, comme Magali vient de le dire, il a été rénové en 2018. On a agrandi les sabords du pont supérieur. C'est un petit bateau, il fait 110 mètres de longueur, il fait 11 mètres de largeur et un tirant d'eau réduit. C'est un bateau fluvial, c'est largement suffisant. Un équipage des marins d'eau douce, bien sûr, ils sont 32, vous avez ici à l'image. Ils sont tous bulgares, ce qui veut dire qu'en fait, c'est une sorte de famille. Ils se connaissent tous, ils sont là depuis des années, ils reviennent à chaque saison. Et c'est vrai que c'est sympathique toujours de retrouver des… Alors nous, on les connaît, bien sûr, mais voilà, ils aiment bien accueillir des Français et ça les change un petit peu. Alors, on a 3 ponts, Français et les francophones, 3 ponts, 2 ponts avec des cabines, le pont principal et le pont supérieur. Il y a 2 escaliers, il y a également voilà, un ascenseur qui va passer doucement devant vos yeux. Et on a également, eh bien, sur le pont principal, alors, j'aimerais bien que ça disparaisse, mais ça ne va pas disparaître. C'est pas grave. Sur le pont supérieur, eh bien, on a effectivement les cabines de sang. On a aussi les espaces publics, un salon, appelé le panorama, une réception. Et sur le pont principal, donc c'est là où se trouve le restaurant et les cabines sang. L'ensemble de l'Elegant Lady est ce qu'on appelle un bateau non fumeur. Les espaces fumeurs, on les trouve sur le pont Soleil, donc à l'extérieur. C'est là qu'on trouve les cendriers. Un pont donc Soleil qui est là pour la détente, on profite de la navigation. Et c'est vrai que sur cette croisière, on aura 5 demi-journées de navigation, ou le matin ou l'après-midi. Donc c'est, ma foi, là aussi très agréable
de profiter de ce temps de navigation. C'est un temps qu'on consacre aussi aux animations, alors sans doute avec Marion Rousset, mais également avec les conférences qu'on vous proposera. Et puis, c'est vrai que là, on est à la toute fin du printemps, au début de l'été, donc on devrait avoir un climat, une météo qui devrait être, ma foi, satisfaisante. Si la météo nous fait des farces, il y a également un salon couvert qui permet aussi à l'abri de de profiter de la navigation. Parmi les services qui vous sont proposés, je vous parlais de la réception, une petite boutique à côté, il y a un salon de lecture. Et puis, bon, la réception, c'est là, en général, où l'équipe de croisière est présente. Il y a un Wi-Fi à bord et puis comme on est encore en Europe, alors là, pour nos amis britanniques, je ne sais pas comment ça marchera à ce moment-là, personne ne sait, mais pour le moment en tout cas, il y a, on bénéficie en Europe de l'itinérance gratuite, ce qui veut dire que bon, le Wi-Fi n'est pas vraiment nécessaire, vous avez gratuitement le réseau connectable connecté tout au long de la croisière et aux conditions que l'on a en France. Sur le pont principal, eh bien, voilà, je vous disais, il y a le restaurant. Un restaurant donc, qui est assez lumineux. Vous voyez des grands sabords sur ce restaurant également. Et c'est vrai que, vous savez sans doute, les boissons sont incluses pendant les repas, vin blanc, rouge, eau minérale, café et thé. On a également, pour ceux qui veulent sortir de ces vins, eh bien, une liste importante de vins que vous pouvez également choisir. Une cuisine raffinée, c'est un petit peu ce qui est toujours l'objectif de nos croisières. C'est là aussi un moment important, le moment qu'on passe à table, qu'on passe ensemble. Et puis, alors, je vous montre juste rapidement aussi l'exemple de cabine sur le pont supérieur avec justement ce qu'on appelle les French windows. Hein, c'est fenêtre à la française, mais c'est une expression britannique, des fenêtres plus lumineuses, en tout cas qu'avant. Elles ont bien sûr toute l'air conditionné adaptable, ajustable, un petit coffre, une télévision, un sèche-cheveux, voilà, tout ce qu'il y a à bord et dans chaque cabine. Et puis, à l'avant du navire, il y a ce pont, ce salon important qui s'appelle le panorama. Là, je vous montre d'abord le bar du panorama. On ne règle pas de consommation à bord puisque on donne simplement son numéro de cabine, on règle en fin de croisière. Et également, sachez que c'est un petit bateau, l'Elegant Lady. On peut être au maximum 120 passagers à bord, donc des petits groupes. Et voilà, le salon panorama sous un autre angle, avec l'endroit où on fera des conférences. Alors, on sera donc avec Jean-Marie Homais à bord de ce navire pour les conférences de cette croisière. Et je serai là aussi, bien sûr, pour cela. Alors, je vais rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet pour vous parler de cette croisière. Le rendez-vous est à Paris, le vendredi 18 juin. On va faire un petit vol direction l'Allemagne et Düsseldorf. Et puis, Düsseldorf, c'est également la première et la dernière escale. Donc, j'en parlerai là en fin de Düsseldorf, en fin de parcours, en fin de présentation. Le premier jour, c'est surtout un jour qui est consacré à l'installation, à la présentation du voyage, à la première conférence. Alors, on fait un tirage au sort, mais bon, a priori, je pense que ce sera le commandant Homais qui ouvrira le feu des conférences. Et puis, on commencera en milieu d'après-midi notre navigation sur le Rhin. On va aller en aval du Rhin, sur ce fleuve que le commandant Jean-Marie Homais recommande pour la baignade. Alors, je crains que ce jour, il n'ait pas le temps de faire un petit plongeon en compagnie des cygnes. Mais on prendra la direction des Pays-Bas et notre première escale, c'est dès le lendemain matin, ça sera donc à Nijmegen. Nijmegen qui est donc dans l'est des Pays-Bas, c'est la province de Gelre et c'est une des plus anciennes villes du royaume, Nijmegen. On la connaît d'ailleurs depuis qu'un camp romain s'y était installé, reprenant un nom, une dénomination locale celte qui voulait dire le nouveau marché, Novio Magus. Et voilà, Novio Magus, vous comprenez que ça va un jour donner Nijmegen. Alors, bien qu'elle soit d'ailleurs ravagée par les Vikings, elle a survécu. Elle est devenue une ville d'empire. C'est une ville de la Hanse, une ville prise par les troupes françaises au XVIIe siècle et également pendant la période révolutionnaire. Je vous en parlerai pendant cette présentation. De nombreux traités de paix vont sortir de Nijmegen. Il y a plusieurs traités qui portent le nom de Nijmegen. C'est une ville proche de la frontière allemande, donc c'est aussi une des premières villes à tomber au début de la Seconde Guerre mondiale, sous les bottes allemandes. Une ville qui est aussi une ville universitaire, ça c'est depuis les années 20 du XXe siècle. Et comme chaque mois de juillet, alors ça sera
petit peu après notre passage. Si vous êtes marcheur pardon, et vous avez envie de retourner à Nimègue, bien sachez qu'il y a une marche qui est assez connue, qui s'appelle la marche des 4 jours à Nimègue. Alors, vous ne serez pas seul. Hein. A priori, en temps normal, il y a jusqu'à 45 000 marcheurs. Si vous avez envie d'y aller, vous avez encore un peu de temps pour vous préparer, mais il faut faire entre 30 à 50 km par jour. Voilà, il y a 4 jours de marche, c'est assez rude. Mais Nimègue, ça sera surtout c'est une escale de demi-journée et c'est notre point de départ. On aura un point de départ pour 2 excursions à partir de Nimègue. Alors, une excursion pour aller voir la fondation Kröller-Müller et une autre excursion, donc il faut choisir ce jour-là, pour aller voir une autre ville un peu plus petite qui s'appelle Bois-le-Duc. Alors, je vais commencer par la fondation Kröller-Müller. Et si vous avez assisté à la conférence de la croisière en Hollande et en Belgique qui aura lieu au tout début d'avril, voilà, c'est le seul point commun, puisque c'est la seule excursion commune entre les deux croisières. C'est une excursion que l'on fait pour découvrir donc en dehors du village, de la petite ville d'Otterlo, à une 50aine de kilomètres de Nimègue, il y a un musée extraordinaire, un musée qui est la réalisation la passion d'un couple. Ce couple, c'est celui formé par Anton Kröller et Madame Hélène Müller. Et ils avaient un point commun, à part être mariés, c'est une passion pour l'art. Ils étaient des collectionneurs d'art, ils ont été parmi les premiers à découvrir le talent de Vincent van Gogh et ils ont commencé une formidable collection. Hélène Müller a eu très bonne idée de faire don de cette collection à l'État des Pays-Bas, c'était en 1935. Et 3 ans plus tard, on a ouvert un musée qui a été pensé par un peintre belge, un architecte qui s'appelait Henri van de Velde. Et ce musée a été ouvert. Il a d'ailleurs régulièrement été rajeuni, ce musée, pour accueillir de plus en plus de visiteurs. Je vous disais, une passion du couple qui est une passion d'une collection formidable, puisque on a quelques 90 tableaux de Vincent van Gogh, 180 dessins. On y trouve beaucoup d'œuvres de jeunesse, mais aussi des peintures essentielles de son œuvre, comme vous avez ici à l'image, Les mangeurs de pommes de terre. Je vais vous faire apparaître le chant un chant dans les montagnes. Là, c'est la terrasse du café le soir. Et voilà, ici, un chant dans les montagnes. Alors, ça en fait la seconde plus grande collection d'œuvres d'art de Vincent van Gogh, après celle du musée Van Gogh à Amsterdam. Alors, le musée ne renferme d'ailleurs pas que des œuvres de Van Gogh, ça serait déjà suffisant pour aller voir ce musée, mais il y a une collection beaucoup plus vaste, notamment des peintures alors de Mondrian, de Georges-Pierre Seurat, de Georges Braque. On a également Paul Gauguin, Lucas Cranach qui est représenté, Juan Cris également, puis un autre espagnol, Pablo Picasso. Alors, il y a beaucoup de peintures, d'œuvres de ces peintres. Vous pourrez, comme je l'ai fait d'ailleurs, puisque ces photos que vous voyez là, ce sont des photos que j'ai faites pendant la visite. On peut faire des photos pendant la visite de ce musée. Et alors, je vais terminer par peut-être, voilà, donc là, c'est un ensemble un petit peu divers, de différentes peintures. Et puis, je vais vous montrer, voilà, le dernier, une création, une œuvre, de Paul Signac, le petit déjeuner, ça s'appelle, c'est le titre de cette peinture. C'est le créateur avec Georges-Pierre Seurat du pointillisme. Alors, avant le tour dans le musée ou après le tour, vous aurez également du temps pour découvrir ce qui est un atout supplémentaire à ce musée, c'est-à-dire le parc qui entoure ce musée, et surtout les œuvres de ce parc. Parce que depuis 1961, ce parc a été, on va dire, décoré, amélioré d'œuvres, de sculptures gigantesques parmi les grands artistes contemporains, modernes en tout cas, et contemporains de notre époque. Et ça en fait d'ailleurs, sur à peu près 30 hectares, une des plus grandes collections européennes de sculptures modernes et contemporaines. Alors, c'est aussi l'aboutissement de la réflexion, de la conception d'Hélène Kröller-Müller, puisqu'elle recherchait une sorte de symbiose entre l'art, l'architecture et la nature. Et on y trouve donc dans ce parc qui entoure le musée, donc il est vraiment très facile d'accès, des œuvres, des statues d'Auguste Rodin, de Jean Dubuffet, d'Henry Moore, de Lucia Fontana,
d'Arécine Mayol. Donc vous avez, alors je vais vous montrer par exemple ici, voilà, cette représentation d'une Vénus. Et puis également, alors, parce que j'aime beaucoup cet artiste, je trouve qu'il est très amusant. C'est un artiste belge assez éclectique. Il est originaire d'Anvers. Il s'appelle Yann Fabre. Et c'est ce qu'on appelle un touche-à-tout, un dessinateur, un chorégraphe, un metteur en scène, un sculpteur. Et je veux dire qu'il ne manque pas d'humour. Regardez, il s'est représenté lui-même. Alors bon, on peut parler d'un ego peut-être un peu au-delà de la norme, mais en disant qu'il a aussi de l'humour. Il s'est représenté avec des corps de différentes tailles, de différentes formes, hein, toute une collection comme ça, assez surprenante, assez amusante. Alors, je vous disais, c'est une des excursions. L'autre excursion, puisque c'est la seule escale où vous aurez à faire le choix, l'autre excursion, pardon, c'est pour aller découvrir Bois-le-Duc. Alors, Bois-le-Duc, c'est aussi à une cinquantaine de kilomètres de Nimègue. C'est une ville à peu près plus grande, de 200 000 habitants. C'est une ville de confluence, la rencontre entre deux rivières, ou un fleuve et une rivière. Et la ville tire sa richesse depuis le Moyen-Âge de son environnement. C'était une petite ville entourée de chênes. Alors, ça permettait de nourrir les cochons l'hiver, ça permettait de se chauffer grâce au bois, et puis ça permettait aussi de récupérer ce qu'on appelle les tannes, c'est-à-dire de l'écorce de chêne réduite en poudre, ce qui était un élément essentiel pour le tannage des peaux, une activité qui est restée à Bois-le-Duc quasiment jusqu'à la fin du siècle dernier, jusqu'à la fin du XXe siècle. Alors, un drôle de nom, hein, Bois-le-Duc, puisque c'est un nom français pour une ville néerlandaise, mais les Néerlandais l'appellent aussi Den Bosch, et on se rappelle que c'est un des grands peintres hollandais, Jérôme Bosch, qui est né et qui a vécu à Bois-le-Duc au XVe siècle. Et comme la plupart des villes que nous allons visiter au cours de cette croisière, Bois-le-Duc a eu sa période française à partir de 1794. C'est le moment de la Révolution, et même devenu la préfecture du département des Bouches-du-Rhin, et puis une des villes du royaume de Hollande, un royaume satellite de l'empire de Napoléon, avec à sa tête justement Louis Bonaparte. Alors, une fois arrivé à Bois-le-Duc, la visite pédestre que l'on fera va nous conduire vers une grande place qui est dominée, comme souvent, par un grand hôtel de ville, une bâtisse du XVe siècle, avec une façade plus classique, plus récente, elle date du XVIIe siècle. Au sommet de l'hôtel de ville, vous avez une sorte de tourelle octogonale qui abrite un carillon. Et là, ça fait partie de ces carillonneurs, de ces carillons très, très connus parce que fabriqués, faits par un facteur ou des facteurs très connus. Là, ce sont les carillonneurs Emoni, parmi les plus célèbres facteurs de carillons des Pays-Bas. Sur la grande place se trouve la statue de l'enfant du pays, Jérôme Bosch. Il est considéré par certains comme le Léonard de Vinci du Nord. Et c'est vrai que l'on peut établir des parallèles. Il y a des similitudes amusantes entre ces deux hommes, qui ont d'ailleurs quasiment les mêmes dates de naissance. Hein, vraiment, ça, à quelques années, on est à peu près dans la même période, ils sont vraiment contemporains l'un et l'autre. Comme pour l'un et pour l'autre, on a seulement une poignée de tableaux qui nous est parvenue, et on peut dire que à leur façon, chacun façon différente, ils ont aussi changé un petit peu la phase de l'art. Alors, enfant de la ville, Jérôme Bosch est un formidable témoin de son temps, sans trop bouger des maisons de la place du marché à une autre d'ailleurs, il ne va pas trop bouger au fil du temps. Il a tout le temps, pendant cette période, d'observer ses contemporains, d'observer ce marché très riche, marché donc de Bois-le-Duc qui reçoit des produits qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne, du reste de l'Allemagne. Il observe un peu l'effervescence des clercs qui notent, qui taxent chaque transaction. Il profite aussi de la piété de ses habitants. Il y a à ce moment-là 15 000 habitants à Bois-le-Duc et il y a à peu près un prêtre pour 15 habitants. Moines, moniales d'ailleurs, pas que des prêtres, des religieux aux vœux de chasteté plus ou moins respectés, parce qu'on sait bien, certains ont femmes et enfants. Grâce à un réseau de contacts universitaires, il a accès aussi aux connaissances lointaines, celles qui vont au-delà de Venise, au-delà de Jérusalem. Il a accès à des dessins d'animaux exotiques, comme des chameaux, des éléphants, qui, comme cela, lui parviennent. Il est à l'écoute des bruits, des musiques qui animent cette ville, et puis également des maladies, des épidémies qui peuvent la ravager. Et grâce à tout cela, il nous a laissé des œuvres. Il nous a laissé, je vous disais, des œuvres en petit nombre, mais un bestiaire assez surprenant, on peut dire même parfois terrorisant. Sa ville natale a un petit musée. Sa véritable appellation, c'est le Centre de recherche Hieronymus Bosch, un centre financé par la fondation Getty, mais un musée qui ne possède aucune œuvre originale du grand maître.
il n'en a tout simplement pas les moyens. Alors, c'est davantage un centre d'études et de vulgarisation de cette peinture foisonnante à la symbolique abstraite, souvent très abstraite pour notre culture. Et le centre de recherche de Bois-le-Duc a organisé en 2016 une exposition exceptionnelle avec des œuvres prêtées par les grands musées européens, américains, mais c'était à l'occasion du 500e anniversaire de la disparition du maître. Alors, par ailleurs, grâce à la Fondation Getty, les grands musées prêtent leurs tableaux de Jérôme Bosch, les Hollandais les restaurent, dans un petit peu l'échange qui est fait avec ce centre de recherche. Et dans une ancienne église, on trouve alors des reproductions, l'atelier du maître qui a été reconstitué, des animaux fabuleux, monstrueux, sortis de l'imagination de Jérôme Bosch et qui sont reproduits comme cela en 3 dimensions. C'est une plongée dans l'univers de Jérôme Bosch que l'on fera au cours de notre passage donc à Bois-le-Duc. Et alors, on ira bien sûr pendant cette promenade voir cette cathédrale Saint-Jean, qui est plus exactement le nom, c'est Basilique Saint-Jean l'Évangéliste. Elle est parmi les beaux exemplaires de l'architecture gothique brabançonne aux Pays-Bas, un édifice imposant par son ampleur, par ses mensurations. Il fait plus de 115 mètres de longueur, 41 mètres sous la hauteur de la lanterne, qui se trouve à la croisée du transept, juste là, la lanterne. Et puis, on a une tour, la tour de l'Ouest, qui culmine à plus de 70 mètres de hauteur. Elle est remarquable aussi par sa décoration, par une profusion d'arcs-boutants, vous le voyez ici, par beaucoup de pinacles, de pignons. Elle a été un lieu de pèlerinage, elle est toujours mariale, le plus important des Pays-Bas. On l'appelle ici, la Sainte Vierge, on l'appelle la Douce Mère. Et elle a accédé au rang de cathédrale dès le milieu du XVIe siècle. Elle est devenue aussi, elle a obtenu la dignité de basilique en 1929 et elle est surtout inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc ça sera là aussi un temps fort de notre visite. Alors Bois-le-Duc, c'est une ville de canaux, de fortifications. On pourra aussi parcourir, rapprocher ces canaux, voir un peu ces remparts. Certains datent encore du XIIIe siècle. La première enceinte n'est plus visible, elle a été détruite, mais on la voit encore, on la distingue lorsqu'on se promène parce qu'au niveau du sol, les pavés ont été gardés plus enfoncés dans la chaussée pour marquer la ligne de cette première ligne de défense, première ligne de rempart. La deuxième ligne de rempart, elle est plus visible avec des ports, des bastions, des ponts, des chemins qu'on pourra voir. Donc on approchera ces murs qui sont, ma foi, tout à fait séculaires. Alors, cette journée voilà, ici notre photo qui montre justement un petit peu l'île centrale de Bois-le-Duc. Alors, cette journée du 19 juin ne va pas se limiter à la découverte de la fondation Kröller-Müller ou à la ville de Bois-le-Duc. On va quitter Nimègue en début de l'après-midi, on va naviguer sur la Meuse et on proposera donc des conférences, un programme d'animation bien sûr. Et en fin d'après-midi, on arrivera donc dans une petite ville qui s'appelle la ville de Venlo. Et c'est vrai qu'on est au mois de juin, donc les journées sont plus longues. On pourra aller se promener dans cette petite ville en fin d'après-midi. Une ville de taille moyenne de nos jours, qui a été, on va dire, abîmée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, notamment parce qu'elle avait un pont qui était stratégique, il n'était pas très très loin. Il y avait aussi malheureusement un aéroport utilisé par la Luftwaffe, ce qui fait que voilà, elle était on va dire une cible facile, une cible désignée. Alors quand on l'a reconstruite, on a surtout préservé alors quelques bâtiments historiques et puis surtout le tracé de ces rues médiévales, ce qui est assez rare aux Pays-Bas. Donc ça sera c'est un des cachets supplémentaires de Venlo. On passera la nuit de toute façon à Venlo, à quai. Ça sera l'occasion de commencer un cycle de concerts instrumentaux ou lyriques. On recevra des artistes locaux qui viendront comme cela se produire à bord. On passera la matinée du dimanche 20 juin en navigation sur la Meuse pour rejoindre une autre ville, alors tout à fait au sud des Pays-Bas, vous la voyez sur la carte, la ville de Maastricht, une ville qui est un petit peu une sorte on va dire, de témoin de l'histoire des Pays-Bas, plus de 20 siècles d'histoire sur cette ville. Bon, ça commence avec les Romains, une colonie, ça commence avec des raids, l'attaque des Germains au IIIe siècle de notre ère. On n'est pas très loin à ce moment-là des limes de l'Empire romain, des frontières. Et donc, évidemment, c'est une région difficile à défendre. Elle reste une petite ville jusqu'au transfert de l'évêché de Tongres par un
un évêque qui deviendra saint plus tard, Saint Servais. Ça a eu lieu au IVe siècle. Et la ville va grandir tout au long du Moyen-Âge en passant sous la férule de différentes autorités. L'évêque de Liège, le duc de Brabant, le duc de Bourgogne au XVe siècle. Elle accueille en ses murs de prestigieux visiteurs comme Charles le Téméraire, Charles Quint, son fils Philippe II. Maastricht va devenir la plus grande ville des Pays-Bas avec près de 20 000 habitants. Là, on est au XVIe siècle. Les guerres de religion ont bien sûr affecté la ville. Charles Quint va par exemple interdire que diffuse le protestantisme dans cette ville. On ira jusqu'à brûler des protestants, des anabaptistes. 15 vont être comme cela en 1535 brûlés sur la place principale. Mais 30 ans plus tard, c'est un renversement de situation. La furie iconoclaste, celle des protestants, va ravager les églises, les chapelles de la ville. Et puis en 1673, les Français arrivent. La ville est prise par Vauban, sous l'ordre du roi Louis XIV. Et lors du siège, venu à la rescousse, succombe d'une balle de mousquet qu'il reçoit dans la gorge un certain Charles de Batz de Castelmore, qu'on connaît un peu plus sous le nom de d'Artagnan, ou d'Artagnan d'ailleurs, le vrai, pas celui d'Alexandre Dumas. Les habitants de Maastricht sont français, alors comme beaucoup d'habitants des Pays-Bas, on va dire entre 1795 et 1814, entre la prise de la ville par Jean-Baptiste Kléber et la chute de l'Empire napoléonien. Une période pendant laquelle la communauté juive de Maastricht est émancipée, période qui n'est pas toujours vue d'un œil bienveillant quand on se rappelle le pillage des biens religieux, la destruction de nombreuses archives, ou encore la disparition d'institutions religieuses qui avaient la charge des pauvres et des personnes âgées. Le XIXe siècle est pour Maastricht et toute la vallée de la Meuse une période d'intense industrialisation. On va construire d'importantes infrastructures de travaux, de transport, on va construire des canaux fluviaux, des lignes de chemin de fer pour relier cette partie méridionale du pays au reste des Pays-Bas. Et en dehors de ces ponts qui seront sabotés, j'ai oublié d'appuyer là-dessus, de ces ponts donc, qui seront sabotés par l'armée hollandaise au début de chaque conflit, Maastricht n'est pas durablement marqué par les deux guerres mondiales du XXe siècle. D'ailleurs, à la fin du siècle dernier, à la fin du XXe siècle, elle est devenue très, on va dire, connue, si ce n'est populaire, pour deux raisons. Certains Européens appréciaient la vente libre de cannabis dans les coffee shops de la ville, une liberté qui, depuis 2012, a été limitée aux seuls résidents. Et puis, vous le savez tous, Maastricht est devenue la ville du traité européen de 92, le traité de Maastricht, celui de la citoyenneté européenne, celui des 4 libertés, celui de la monnaie unique. Alors, ce dimanche 20 juin, nous irons découvrir les sites les plus importants de Maastricht, comme la place de Wisthof, qui est une place connue pour de nombreux monuments, les églises jumelles de Saint-Servais, de Saint-Jean, une place qui est aussi le point de rassemblement le plus connu, le plus évident des habitants de Maastricht. C'est là que se déroule le carnaval, c'est là qu'on organise des concerts, même ceux du célèbre homme d'affaires originaire de Maastricht, qui s'appelle André Rieu. Depuis, dans les années 70 d'ailleurs, on avait entamé des travaux sur la Grande Place et on a trouvé des tombes mérovingiennes. 30 ans plus tard, sur une autre partie de la place, on a à nouveau fait des travaux pour installer un parking souterrain. Là, cette fois-ci, on est tombé sur les restes de voies romaines datant du 1er siècle de notre ère. Le cœur de la ville de Maastricht est très riche en patrimoine. Quasiment, il suffit que de creuser. Autre étape de notre parcours, la place Notre-Dame, avec sa basilique romane, qui fait partie des 100 monuments nationaux des Pays-Bas. Ces éléments donc, les plus anciens remonteraient même au XIe siècle. Pendant la présence du général Kléber, elle est pillée, elle est transformée en écurie, en forge, et puis elle devient donc propriété de l'État hollandais. Donc elle est restaurée progressivement au cours du XIXe siècle, notamment grâce à un architecte dont je reparlerai qui s'appelle Pierre Cuypers, qui est plus connu pour ses travaux sur la gare d'Amsterdam, la gare centrale d'Amsterdam, sur le Rijksmuseum aussi. La restauration s'est surtout attachée à retirer les ajouts postérieurs au XIIe siècle. Il a fallu reconstruire, par exemple, le chœur, il a fallu reconstruire la tour Barbara, c'est cette tour ici qui était la tour des archives. On a muré les fenêtres gothiques, des mesures qui sont assez extrêmes quand même. On a retiré les revêtements baroques, néoclassiques, pour amener la basilique à son état roman
le plus pur. Et bon, par chance, elle n'a pas été endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous pouvez le remarquer, eh bien, l'élément, on va dire, caractéristique, c'est ce mur, enfin, c'est cette façade qu'on appelle justement un massif, le massif occidental, un mur massif de grès flanqué de 2 tours et avec une entrée. Alors, l'entrée, elle est en fait sur le côté, elle n'est pas dans le massif, elle est sur le côté, une petite entrée d'un portail gothique qui a été ajouté au début du XIIIe siècle, reconstruit au XVIe. Hein, donc, voilà, ce massif, il est quasiment intact. C'est vraiment l'élément caractéristique de cette basilique. On aura l'occasion également d'entrer dans la basilique qui a compté jusqu'à 33 autels à la fin du XIVe siècle. Pendant la période française, il y en a beaucoup qui ont disparu, avec de très belles orgues également, réalisées par un facteur d'orgue qui s'appelle André Séverin, restauré en 1985. Et puis également, ce qui est très très original, c'est justement la structure romane qui a été préservée, une vingtaine de chapiteaux richement sculptés dans le chœur oriental et qui représentent à la fois des scènes de l'Ancien Testament, des bestiaires, des images du Moyen-Âge. Donc là, ça fait partie des trésors qui ont été conservés. Alors, on aura l'occasion de se promener et d'aller voir aussi, de jeter un coup d'œil dans le trésor de la basilique Notre-Dame. Là aussi, un trésor très intéressant, qui est intéressant même si beaucoup de pièces ont disparu là aussi pendant la période d'occupation française et allemande un peu plus tard. Mais on aura donc des reliques, des vestiges liturgiques à voir, des objets liturgiques, des vêtements, des livres, des chartes qui sont encore visibles dans ce trésor de la basilique. Et puis alors, en continuant notre promenade à Maastricht, on approchera du Markt, de la place du marché, où se trouve l'hôtel de ville, mais aussi une statue, c'est celle que je vous montre ici à l'image, de Jan Peter Minkelers. Vous la voyez peut-être, je ne sais pas si vous distinguez, il y a une torche qui semble allumée. La torche brûle, puisqu'il c'est un inventeur du XVIIIe siècle, et il est l'inventeur du gaz éclairage. Alors, une invention contestée, souvent d'ailleurs outre-Manche, mais voilà, il aurait eu la première idée de faire du gaz fabriqué à partir du charbon et donc de dessiner donc à l'éclairage, en tout cas une idée d'éclairage qui donnera plus tard l'éclairage public. Alors on ira voir donc un autre monument de la ville qui est justement ce que vous avez ici à l'image, le pont Saint-Servais, considéré comme l'un des plus vieux ponts des Pays-Bas. Il date de la fin du XIIIe siècle. Sans doute il a remplacé un pont romain qui s'était effondré. Et dans un premier temps, vous voyez, il était fait en 2 parties, une partie en pierre du côté, on va dire, de Maastricht, et du côté de l'autre rive, qui est le quartier de Vic, il était fait en bois, ce qui permettait, en cas de siège ou d'attaque menaçante, de démonter cette partie en bois et donc de couper évidemment la voie de circulation. Alors, enfin, on terminera cette visite, vous voyez, de Maastricht, qui est très riche, par le musée, musée des bons enfants, un musée qui a été fondé à la fin du XIXe siècle, qui était d'abord un musée d'archéologie, et puis au cours du siècle, du XXe siècle, il a migré ce musée dans l'ancien couvent qui était au cœur de Maastricht, qui s'appelait justement le couvent des bons enfants. Il en a gardé le nom, ce musée. Depuis, d'ailleurs, il a à nouveau déménagé, puisque maintenant, il est dans le quartier céramique, une ancienne zone industrielle qui a été reconstruite à la fin du siècle dernier. Alors, c'est un architecte italien qui s'appelle Aldo Rossi, qui a imaginé ce nouvel écrin pour le musée des bons enfants. Une collection permanente qui abrite une section d'art ancien, alors des peintures, des sculptures du XIIIe au XVIIIe siècle, des sculptures sur bois, des objets religieux, mais également des peintres comme Bruegel le Jeune ou Paul. Oula, j'entends, il y a des sons là, excusez-moi. Il faut couper les micros, s'il vous plaît. Merci Magali et Karine de vous occuper de ça. Je disais donc une section ancienne, Bruegel le Jeune, mais également Peter Paul Rubens, qui est présent à travers ses peintures dans ce musée, et puis une section d'art contemporain. Voilà, vous savez, avec l'art contemporain, il faut chercher, il faut être chanceux, et parfois on tombe sur une pépite. À la fin de l'excursion, on rejoindra l'élégante Lady, on passera là aussi la nuit à quai, toujours, ça sera l'occasion de recevoir des artistes locaux. Et puis on commencera l'été, ce lundi 21 juin, en naviguant pendant la matinée pour continuer à remonter la Meuse. On passera devant Liège et puis on ira comme cela jusqu'à Namur.
Et là, ça sera l'escale la plus méridionale de notre croisière, Namur, dans cette capitale de la Wallonie, officiellement, depuis 1986. Namur bénéficie, on va dire, d'une position géostratégique. Elle est vraiment à quasiment mi-distance, équidistance entre Bruxelles, Charleroi et Liège. Là aussi, une ville d'origine romaine. Là aussi, une ville de confluence entre la Sambre et la Meuse. Et puis, c'est une ville qui a bénéficié, là aussi, de son développement industriel au XIXe siècle, parce que la région était riche, le sous-sol était riche en charbon. Dès le Moyen-Âge, on a surtout eu la dilandrie qui s'est épanouie dans cette vallée vallée Mosane, du nom de la ville très proche de Dinan, la ville belge de Dinan. Cet art donc du travail du cuivre et du laiton. Alors, bien sûr, avec un guide local, on va découvrir les sites les plus intéressants de cette ville de Namur. On va quitter les rives de la Meuse pour rejoindre la citadelle, cette ancienne place forte qui domine encore la ville et la confluence. C'est une des plus grandes citadelles d'Europe. Et grâce à cela, ou à cause de son réseau souterrain, bien Napoléon Ier l'avait surnommé la termitière de l'Europe. Un espace fréquenté, puis peuplé depuis plus de 8000 ans, un éperon rocheux qui reçoit ses premières fortifications. Eh bien, ses premières fortifications sous l'Empire romain. Elle va conserver une fonction défensive militaire pendant des siècles, cette fortification. La citadelle n'est démilitarisée finalement qu'à la fin du XIXe siècle par Léopold II. Des travaux vont être menés quasiment pendant un siècle et elle n'est vraiment restituée à la ville de Namur qu'en 1977. Une fois qu'on sera sur la citadelle, on aura surtout, voilà ici, un petit peu la vue, très belle vue sur le reste de la ville et sur les rives sur la rive de la Meuse. Un fleuve que l'on rejoindra pour découvrir justement ce pont, l'un des ponts les plus connus de Namur, qui s'appelle le pont de Jambes. Alors, c'est le nom du quartier de la rive droite de Namur, qui porte le nom de Jambes. Et tout au long de son histoire, c'est un pont, on va dire, c'est un lieu stratégique, ce pont de Jambes, puisque c'est là que l'on règle les litiges avec les voisins de Namur. C'est le lieu de passage obligatoire, ce pont, bien sûr. On prélève des taxes, notamment l'octroi. Il y avait une tour centrale sur le pont qui a depuis disparu, une tour qui a accueilli une prison, c'est là qu'on exécutait les condamnés. Et vu son importance, eh bien, il a été également victime au cours de l'histoire de Namur, puisque le pont a été dynamité pour empêcher la progression des Allemands. Lors de 2 guerres mondiales, excusez-moi, j'entends encore un micro, il faudrait le couper ce micro. Voilà, donc je disais, il a été dynamité ce pont de Namur lors des 2 guerres mondiales. Et puis, on a mis un peu de temps à le rénover, ça a été fait dans les années 60. Vous voyez qu'il a été aménagé pour la navigation fluviale, puisqu'on a fusionné les 2 arches centrales pour en faire une plus grande, et qui permet donc le passage des bateaux sous le pont. C'est depuis, alors il a changé aussi de fonction, ce pont, puisqu'il n'est plus un pont frontière, il est devenu un pont urbain, un pont de passage d'un quartier à l'autre de Namur. Puis il n'est plus sur le pont, il y a d'autres ponts bien sûr aussi à Namur. Autre monument remarquable de Namur, c'est la tour Saint-Jacques, alors qui est sur cette photo au 2e plan, juste en arrière, vous l'avez ici au 1er plan, cette tour Saint-Jacques, qui elle date du XIVe siècle. Elle était d'ailleurs au XIVe siècle, semble-t-il, plus haut. Et elle était surtout un élément de l'enceinte de la ville. Seulement, un siège important se déroule à Namur au milieu du XVIIIe siècle, qui détruit le beffroi. Et le beffroi qui était assuré par, la fonction du beffroi, elle était assurée par le clocher de la collégiale Saint-Pierre. Et c'est donc la tour Saint-Jacques qui va devenir le beffroi, en bénéficiant d'importantes restaurations, de transformations. C'est à ce moment-là qu'on va la chapeauter, vous voyez, de ce lanterneau octogonal qui bien, voilà, abrite la cloche. Il est surmonté aussi d'un bulbe, voilà, ici tout au sommet, un bulbe. Et on a également conservé, on va dire, l'architecture initiale, parce que c'est davantage une architecture militaire, fortifiée, avec de toutes petites ouvertures sur le corps principal de cette tour. Et c'est aussi le symbole, celui d'une autonomie grandissante du pouvoir municipal face au pouvoir religieux. On va dire la fonction du beffroi n'est plus assurée par une tour religieuse, par un clocher d'une église, mais par une tour
qui appartient à la municipalité. Donc, c'est plus l'église, si vous voulez, à ce moment-là, qui va marquer le temps à Namur. C'est une tour municipale. Et de nos jours, elle fait partie bien des 56 beffrois de Belgique et de France qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, le patrimoine religieux est, ma foi, très important à Namur. On ira voir la cathédrale Saint-Aubin, qui est un trésor baroque de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Avec cette période, eh bien, on a à Namur une très belle cathédrale. Avant cette période, pardon, je voulais dire, on avait à Namur une cathédrale, mais elle était devenue trop petite. Elle avait déjà été modifiée à plusieurs reprises, elle était un peu passée de mode, et puis surtout, il y a des inondations. Donc, il endommage de façon trop importante. Donc, on va confier à un architecte eh bien, l'élévation d'un nouveau bâtiment religieux. On va conserver une tour, la seule tour, elle est juste, on voit son clocher ici, la seule tour qui restait et qui va rester donc de la période précédente. Et vous avez ici une façade eh bien, qui est déjà un petit peu en mouvement. Vous savez que le baroque, c'est l'art du mouvement. Une façade qui sera refaite d'ailleurs au XXe siècle parce que le calcaire qu'on a utilisé au XVIIIe siècle n'était pas d'assez bonne qualité, il s'est effrité au fil du temps. Et on a donc voilà, ce mouvement qui est issu d'une ondulation au niveau de la nef principale, une vingtaine de colonnes corinthiennes, et on a ici un oculus. Ça, c'est pour la façade principale. À l'intérieur de cette cathédrale Saint-Auban, eh bien, on a un superbe décor de stuc avec une coupole qui s'élève à plus de 70 mètres, soutenue par des colonnes au pied desquelles on a les 4 pères de l'église, Saint-Jérôme, Saint-Grégoire, Saint-Ambroise et Saint-Augustin. Et dans une des chapelles, un peu surprenant, on a surtout le rappel du martyr de Saint-Aubin, vous voyez qu'il a sa tête dans les mains, qui rappelle donc sa décapitation. Une église ornée également d'un superbe orgue, de fait monumental. Là aussi, c'est un célèbre facteur d'orgue qui s'appelle Wilhelm Kopfmacher, des orgues qui ont été reconstruites dans les années 60 du XXe siècle. Autre église qu'on ira découvrir, c'est au cours de notre programme, c'est l'église dite de Saint-Loup. Là aussi, un autre joyau baroque de la Belgique. Une église qui a été construite par les jésuites à leur arrivée à Namur au XVIIe siècle. Alors, elle ne s'appelait pas Saint-Loup au moment des jésuites, elle portait le nom de Saint-Ignace, du nom du fondateur de la Compagnie de Jésus. Elle aussi, elle a eu sa façade qui a été reconstruite au XIXe siècle, mais c'est une église sans clocher. Ici, à l'image, il y a un clocher, mais il n'a pas été achevé. Les jésuites ont manqué un petit peu d'argent pour achever cette église. Ils ont mis du temps également pour achever l'intérieur de l'église, sur plus de 30 ans. On a une superbe voûte centrale qui est, voilà, je vous fais apparaître la voûte centrale, qui est décorée, là aussi, et également les voûtes latérales, de pierres de sable, toutes sculptées. Et c'est quelque chose de tout à fait original, tout à fait somptueux, qui ne laisse pas de marbre à personne, ni même Charles Baudelaire, de passage en 1866. Alors, vous savez qu'il est victime, voilà un petit peu le texte de ce qu'il dit de cette église de Saint-Loup. Et à ce moment-là, elle porte le nom de Saint-Loup, elle est devenue une église paroissiale. Et surtout, donc, voilà, il est victime d'une attaque en sortant, mais ce n'est pas à cause de ce qu'il a vu, c'est plutôt une attaque de la syphilis qui porte atteinte à sa santé. Alors, à la fin de cette excursion, eh bien, on rejoindra l'élégante Lady pour une nouvelle soirée musicale à bord de ce joli petit navire. Je crois que vous avez compris à présent un petit peu comment ça fonctionne. Le matin du 22 juin, eh bien, on navigue à nouveau. Alors cette fois-ci, on va descendre la Meuse, on va rejoindre la ville de Liège. Le commandant Jean-Marie Homais a utilisé dans l'article sur Liège l'expression de la cité ardente, une expression qui ne date que du début du XXe siècle, lorsque est publié un roman par Henri Carton de Wiart en 1904, un roman chevaleresque qui évoque le sac de la ville par les troupes de Charles le Téméraire. Une expression qui est popularisée d'ailleurs par le prince Albert lors de l'exposition universelle de Liège qui a lieu en 1905, exposition organisée pour fêter les 75 ans de l'indépendance de la Belgique. On considère Liège parfois comme la capitale de la Wallonie, c'est vrai pour l'économie, c'est quand même aussi le 3e port fluvial d'Europe. Alors toutefois, tournant du 1er millénaire et pendant près de 8 siècles, elle a été aussi une
principauté, on parle de la principauté de Liège, avec à sa tête des princes de l'Église, donc on parle d'une principauté ecclésiastique, d'où le surnom aussi de la cité des princes-évêques. Liège, de nos jours, c'est 200 000 habitants. À ce chiffre, il faut ajouter 700 000 qui vivent dans l'agglomération proche de la ville. Et plus que francophone, Liège eh bien, doit avoir une place particulière, on va dire, pour la France, parce que c'est une ville qui a été honorée, la première ville d'ailleurs, qui a été honorée de ce qu'on appelle la Légion d'honneur, pour la résistance des forts liégeois, pas de la ville, mais des forts qui entouraient la ville en 1914. Autre étape importante, en 1937, eh bien, Liège va commencer à célébrer le 14 juillet pour protester contre la politique de neutralité de la Belgique vis-à-vis du Troisième Reich, une célébration qui se fait encore chaque année. Depuis 1937, on célèbre le 14 juillet. Et puis également, c'est le résultat de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, et les Joix sont nombreux individuellement à s'opposer à la collaboration des institutions municipales. Ils font beaucoup d'actes de résistance individuelle qui permet à Liège de recevoir le monument national de la résistance qui est inauguré comme cela le 8 mai 1955. Voyez ici le texte qui est lu à ce moment-là à l'inauguration de ce monument. Alors, on vous propose à Liège une balade pédestre pour découvrir son centre-ville. On rejoindra comme cela la place Saint-Lambert. C'est là que tout a commencé. On y a trouvé, à l'occasion de fouilles, les restes d'une villa romaine, quasiment aussi les traces de toutes les périodes historiques de la ville. Cette place, elle porte le nom de d'une cathédrale, la cathédrale Notre-Dame de Saint-Lambert, qui était là, en tout cas présente jusqu'à sa destruction en 1795. 1795. Et c'est vrai que c'est une période, c'est une période assez importante puisque on va avoir, au moment où elle est détruite, cette cathédrale en 1795, les responsables de cette destruction, les Liégeois, eh bien, convertis aux idées anti-religieuses de la Révolution française, mettent feu à cette cathédrale, commence sa destruction. C'est aussi un petit peu poussé par les spéculateurs qui veulent racheter un petit peu les matériaux à vil prix. Et on a perdu donc cette immense cathédrale gothique qui pouvait accueillir jusqu'à 4000 croyants. Napoléon Bonaparte est peint par Jean-Auguste Dominique Ingres, vous le voyez ici à l'image, et justement il a peint ici, on voit à l'image la cathédrale qui a été détruite. Il est présent, il passe à Liège en 1803. La cathédrale a été détruite avant, mais voilà, c'est un petit peu pour marquer l'éternité de cette cathédrale Saint-Lambert. Alors, à côté de la place Saint-Lambert, se trouve le palais des princes-évêques, qui a été donc reconstruite. Alors, attendez, il faut que je fasse quelque chose. C'est un peu urgent, excusez-moi. Les princes-évêques, donc voilà, cette cathédrale qui a été à plusieurs fois, je disais, reconstruite. Voilà, ici, vous allez voir à l'image. Ce palais des princes-évêques. Vous avez ici la reconstruction, en tout cas l'amélioration du XVIe siècle. On doit à un cardinal qui s'appelle Hérald de la Marque, inspiré d'ailleurs par, on va dire, ses contemporains, Léonard de Vinci, Erasme, avec qui il correspondait. Et vous voyez, vous avez à l'image un très beau péristyle, 68 colonnes. C'est un ensemble sculpté assez énigmatique de cette période de la Renaissance. Autre point fort de cette visite, ça sera la collégiale Saint-Barthélemy, une des 7 collégiales liégeoises de style roman. C'est ce qu'on appelle le style roman ottonien, date de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, avec là aussi un massif occidental. Donc, vous connaissez l'expression que j'ai déjà utilisée, sur la façade principale, voilà, ce massif occidental, si je vous fais apparaître, voilà, ici il est donc, à l'origine, il était, ma foi, intact, vous voyez qu'il n'y a pas de porte sur ce massif occidental. C'est un peu plus tard qu'on y a ajouté un portail, alors néoclassique, qu'on a d'ailleurs refait à plusieurs reprises. Dans son architecture, on a là aussi amélioré, elle a été restaurée, cette église.
plusieurs restaurations, notamment à partir des années 2000. 7 ans de travaux, on a enlevé quelques 10 000 pierres. On a surtout restitué la polychromie de ce bâtiment, qui est assez surprenante, cette polychromie. À l'intérieur, il y a quelques chefs-d'œuvre, dont un orgue du 19e siècle. Là aussi, on voit une maison très importante de facteurs d'orgue qui s'appelle Merklin et Schutz, un orgue de 40 jeux avec 3 kV pédaliers qui a été restauré. Également des fonds baptismaux, un chef-d'œuvre de ce qu'on appelle l'armosan. Les spécialistes parlent d'une des 7 merveilles de la Belgique. Ici, donc, ces fonds baptismaux. Et puis, Saint-Barthélemy a récupéré aussi le carillon de la cathédrale Saint-Lambert au début du XIXe siècle, un carillon de 38 cloches, porté à 50 cloches au début des années 2000. Et on a fêté effectivement là aussi les 200 ans de ce carillon. Alors, à la fin de l'excursion, eh bien, on va regagner l'élégante Lady, mais cette fois-ci, eh bien, on reprendra immédiatement la navigation. Et pour rejoindre le lendemain matin, eh bien, pour faire une escale matinale, pour une fois, et on va rejoindre une petite ville, la ville de Ruremonde, une petite ville de 50 000 habitants, à l'est des Pays-Bas. On sera à nouveau en Hollande, mais qui a d'ailleurs un patrimoine assez intéressant, notamment l'église de Münster, une basilique romane en forme de croix du XIIIe siècle, restaurée par l'enfant du pays. Alors, je vous en ai déjà un petit peu parlé, Pierre Cuypers, cet architecte qui aussi s'est beaucoup inspiré des travaux d'Eugène Viollet-le-Duc et qui, comme son mentor, a aussi beaucoup été critiqué pour des restaurations radicales, mais souvent des restaurations bien, qui ont permis à ces bâtiments de survivre. Alors, c'est le cas de l'église de Münster, dont il a reconstruit entièrement les 4 tours. Mais ça ne sera pas l'objet de notre visite. On va aller voir une petite ville très intéressante qui est à 30 minutes, quasiment un village. Il y a 3000 habitants de nos jours. C'est la petit village de Thorn. C'est une toute petite principauté qu'on vous propose de découvrir pendant la matinée. Une histoire qui commence à la toute fin du Xe siècle par la fondation d'une abbaye bénédictine qui était réservée aux religieuses d'origine noble. Mais sous la pression, la proximité aussi de la principauté de Liège, de l'abbaye de Thorn, eh bien, cette abbaye, on va dire, va se séculariser. On va dire que les règles vont peu à peu être appliquées avec une certaine libéralité. Et Thorn, qui n'est pas un béguinage, puisque ce n'est pas une place pour les femmes pauvres, mais au contraire pour des femmes riches, des princesses. Alors, elles ont leur résidence hors les murs de l'abbaye si elles s'étaient mariées, elles ont un personnel à leur service. Thorn, cette abbaye, va frapper sa monnaie jusqu'au XIIe siècle, elle aura des fortifications par la suite, et les vœux des princesses vont peu à peu se limiter à essentiellement garantir et accroître les possessions de Thorn. Alors les ruelles de la ville sont bordées de petites maisons blanches, les anciennes maisons des riches dames de l'abbaye. Les ruelles conduisent vers l'église abbatiale, une église qui, à ma foi, là aussi a été transformée au fil du temps. Le baroque y a fait son apparition au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, avec un baroque très flamboyant. Alors ici, vous avez à l'image beaucoup d'or, beaucoup de blanc. J'entends aussi là du son, il faudrait couper les micros, merci. Je disais donc, oui, il faudrait couper les micros jusqu'à donc cette étonnante scène de la Nativité, alors qui est tout en bois sculpté et qui est cette scène de la Nativité assez impressionnante. Notamment, je ne sais pas si vous voyez ici, on voit un homme lever son chapeau. Donc, il salue, alors non pas la scène de la Nativité, mais une jeune femme qui est étonnamment habillée pour cette période, enfin, en tout cas, cette scène de la Nativité. C'est plutôt un décor assez champêtre. Donc, voilà, on a aussi un berger qui esquisse un pas de danse, voilà, ici au premier plan. Voilà, c'est tout à fait surprenant, une ambiance un peu particulière dans cette enclave. Alors, certaines de ces femmes étaient très riches, très puissantes. On en connaît une qui était une princesse abbesse Cunégonde de Saxe, une véritable femme d'affaires qui emprunte, qui spécule, qui va être la première, par exemple, à investir de l'argent dans les aciéries de la Ruhr. Donc, voilà, ici, on a un contexte très, très particulier. Alors, à la fin de cette période révolutionnaire, quand arrive, je vais changer d'image, mais ça n'apparaît pas,
on aura donc à l'arrivée des troupes révolutionnaires françaises, eh bien, le départ de ces nobles dames, une longue colonne de carrosses qui vont emporter eh bien, les dames et leurs biens vers l'Allemagne. Et on aura comme cela, bien ce mercredi 23 juin, alors je ne sais pas pourquoi il y a un blocage, mais non, voilà. Donc voilà, ces petites maisons, dont d'ailleurs les fenêtres ont été réduites dans leur taille parce que ces maisons ont été récupérées par des femmes plus pauvres après le départ des nobles. Et puisque les Français ont mis une taxe sur la taille des fenêtres, eh bien, on a réduit la taille des fenêtres pour payer le moins d'impôts possible. Je disais donc à la fin de la visite, on rejoindra le bateau, on reprendra notre navigation, on fera une navigation d'après-midi et le lendemain, eh bien, on va rejoindre comme cela la ville de Düsseldorf. Alors, une ville donc, on rejoindra l'Allemagne cette fois-ci, on sera en Rhénanie du Nord-Westphalie et on aura donc cette ville évoquée d'ailleurs par le commandant Homais avec ce poète. Vous avez ici à l'image Heinrich Heine, un poète très intéressant. Regardez un petit peu le texte. La ville de Düsseldorf est très belle et quand au loin on pense à elle et que par hasard on y est né, on se sent tout drôle. J'y suis né dans ce cas-là. Je crois que je dois rentrer à la maison tout de suite. Et quand je dis rentrer à la maison, je veux dire la Bottestrasse et la maison où je suis né. Alors, je ne sais pas si on aura ce sentiment en se promenant comme cela à Düsseldorf. C'est aussi la ville de Robert Schumann, qui va passer quelques années, au début des années 1850. C'est là qu'il écrit eh bien, la troisième symphonie rhénane. Alors, au cours de cette matinée, eh bien, on va rejoindre la ville, le centre de la ville, la Burgerplatz, qui est construite sur les rives du Rhin. On ira se promener vers les restes de l'ancien château. C'est principalement la tour qui reste de cet ancien château. On ira voir également sur cette place, eh bien, on ira voir comme cela. Alors, voilà, je vais me faire apparaître, mais ça n'apparaît pas. Alors, voilà, c'est ça que je voulais faire apparaître. Ici, donc, ce qui est devenu un des symboles de la ville, c'est une fontaine. Vous voyez, ces enfants qui semblent faire la roue. Alors, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs histoires qui racontent un petit peu, qui légitiment cette légende de la roue faite par les enfants. Semble-t-il soit un moment de joie lorsque la ville a obtenu le droit de cité, ça serait au XIIIe siècle. Une autre légende parle d'un enfant qui aurait, comme cela, sauvé le char d'un couple de jeunes mariés. La roue allait se disloquer et ces enfants, un enfant, eh bien, aurait rejoint, si vous voulez, les éléments de cette roue. Bon, c'est une légende. En tout cas, c'est le symbole de la ville. On se promènera vers cette place principale. On ira voir également les bords du Rhin. Et on rejoindra également un très joli petit marché sur la place Karl-Platzmarkt, avec les souvenirs, des produits locaux et artisanaux. Ça sera la fin de notre voyage, la fin de cette croisière, avant de rejoindre l'aéroport de Düsseldorf et de partir en direction de Paris. Voilà un petit peu le passage, enfin en tout cas l'itinéraire que l'on fera de cette croisière. Au cours donc de cette croisière d'art et d'histoire sur le Rhin et la Meuse. Alors moi, je vais vous donner rendez-vous à nouveau pour parler cette fois-ci des Pays-Bas, mais de cette monarchie des Pays-Bas, ça sera le 3 décembre. Et puis, je vous parlerai un petit peu plus tard, au cours du mois de décembre également, d'un très joli programme qu'on va mettre en place donc sur les îles anglo-normandes, un petit paradis au large de Saint-Malo, propriété du duc de Normandie. Vous savez tous que ce duc de Normandie, eh bien, c'était Élisabeth II, reine du Royaume-Uni. Donc, c'est toute une histoire. À présent, je vais passer la parole à Magali. Et si vous avez des questions à poser, eh bien, c'est le moment.